Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous Bonjour. sommes le 17 mars 2023 et nous voici pour ce nouveau webinaire, ce 116e webinaire. Et aujourd'hui, c'est un webinaire Instant Coach. Et vous voyez sur la fiche, là, vous voyez Instant Coach numéro 16, plus 100 webinaires qui ne sont pas des Instant Coach. Donc, il me semble bien, Audrey, que 100 plus 16, ça fait 116. Tout à fait. Et moi, je me demandais, est-ce que c'est toi qui as animé ces 116 webinaires-là? Absolument, ma chère Audrey. Wow, ben moi, j'ai envie de te féliciter au nom de tous, là, parce que quand même, impressionnant. Merci, merci. Battre le record français. Je suis en train de devenir le Michel Drucker du webinaire, mon cher Audrey. Alors, un petit rappel quand même, comme on fait d'habitude, pour les missions, les missions, les actions que nous faisons chez Second Souffle. La première mission, voilà, quelqu'un qui n'était pas prêt encore aujourd'hui. La première mission de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendant, micro-entreprise, on ne veut laisser aucun entrepreneur sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinaires, bien sûr. Après plus de 12 ans d'expérience, nous sommes présents dans 44 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Un petit rappel pour les nouveaux qui ne connaissent pas cette plateforme de webinar. Donc vous avez en bas à droite deux icônes très importantes. Le premier, c'est le chat pour discuter entre vous, entre nous, pour nous dire bonjour, bonjour à tout le monde. Et puis l'onglet questions pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions dans la partie questions, s'il vous plaît. Parce que si vous posez vos questions dans le chat, à force, le fil du chat va s'agrandir et on va perdre vos questions en fait. Un petit problème technique, vous avez une icône en bas à gauche, sinon vous coupez votre navigateur et vous le relancez. Et au milieu, vous avez deux icônes, un pour agrandir et l'autre pour faire des emojis, des petits trucs comme ça là, quand vous êtes content. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un instant coach et je voulais aussi vous parler de parce qu'on a donc nos amis de la Réunion qui sont là, la Martinique, la Guadeloupe. Bonjour à vous tous. Et on a également quelqu'un d'Autriche, de Belgique, de Croatie, d'Espagne, du Portugal, et on a deux personnes du Canada. C'est bizarre, tiens Audrey. Hein. Ouais, quand même, on représente. On n'est pas beaucoup, mais on est là. C'est l'essentiel. Bon, ma chère Audrey, j'espère que tu vas bien, t'es en pleine forme. En pleine forme, hein. Ouais. Moi aussi, je suis en pleine forme. Et en forme de quoi? Comme je m'appelle William, je suis forcément en forme de poire. Voilà, ça c'est fait. Eh bien, écoute, à toi, ma chère Audrey. Non, on n'a jamais fait celle-là. Donc, tout le monde se met l'un derrière l'autre, en rang deux par deux, et on va essayer de s'aligner. Hein, c'est ça aujourd'hui. Hein. C'est ça le but, exactement. On se tient la main, puis on y va, tous ensemble. Parfait. Bah écoute, est-ce que je lance ma présentation? J'y vais, j'y go? Vas-y. Superbe. Je remets un petit coup ma tête encore pour au cas où là. Si, C'est bon. Et on est parti. Est-ce que je me présente ou oui, hein, quand même rapidement. Oui. J'avais prévu ça, mais effectivement. Bon, alors pour ceux qui me connaissent pas encore, moi je suis Audrey Mollard, j'ai fondé AM Coaching Pro et je suis coach en développement professionnel. Je me suis donné pour mission de bâtir ensemble avec vous des entreprises humainement durables, c'est-à-dire respectueuses de l'humain, qui remettent vraiment l'humain au cœur de leur priorité et également respectueuses de l'environnement. Donc moi je m'appuie sur trois valeurs principales qui sont du coup la cohérence. J'accorde beaucoup d'importance au fait que vous soyez alignés entre vous et votre projet professionnel, puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Deuxième valeur qui est très importante à mes yeux, c'est la durabilité, c'est faire des choix qui seront durables sur le long terme, qui vont être bons pour vous et, comme on l'a dit, pour la planète. Et également, troisième valeur, c'est vraiment la contribution, parce que je suis persuadée qu'on est tous plein de talents et que ces talents-là, il faut les mettre à disposition de la société à travers notre travail. Et donc, j'ai à cœur que chacun puisse contribuer justement grâce à sa personnalité, grâce à son unicité. Donc voilà, belle mission, je pense, que je me suis fixée. Puis vraiment, le but, c'est à terme qu'on puisse s'épanouir et se réaliser à travers notre métier, notre rôle professionnel. Très bien. Ouais, hein.
Pour commencer, j'ai mis un petit tableau de notre cher Pollock, parce que déjà j'aime beaucoup cet artiste. Puis, Je crois que c'était tes enfants qui avaient fait ça, moi. Faut pas le dire trop fort quand même. Ouais, ça pourrait ressembler, ouais, exactement. Mais effectivement, pourquoi j'ai mis ça, c'est pour représenter un petit peu, à mes yeux, ce qu'est le marché des affaires actuel. Et en fait, je me suis dit, ça l'illustrait quand même plutôt bien. Donc en fait, en guise d'introduction, je voulais un petit peu remettre cette idée que en ce moment, on vit tout ce qui est grande démission, épuisement professionnel, démotivation, désengagement, perte de sens, grande résignation, mouvement act your wage, agir en fonction de son salaire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Burnout, bore-out, brown-out, etc. Et sans compter l'actualité, en plus en France, là, je veux pas remettre ça sur le tapis, mais le débat de la retraite, etc. Donc en fait, on voit qu'il y a quand même des choses qui, ça va pas là. En fait, autant qu'on le dise, on voit que les professionnels sont en perte de vitesse là. On sait plus où ça va. On est dans un monde qui est totalement ce qu'on appelle VUCA, donc volatile, incertain, complexe et ambigu. Et en fait, c'est ça, on a l'impression de ne plus avoir le contrôle sur ce qui est en train de se passer autour de nous. Puis, je me demande même si quelqu'un parmi nous, là, vraiment a le contrôle sur ça, même au niveau des politiques, je ne sais pas trop. Et puis, je veux pas trop non plus parler de ça parce que je ne suis pas très bonne en politique, mais on a cette impression aussi que les leaders, ils sont en train de perdre un petit peu de leur influence, de leadership. Et finalement, nous, en tant que professionnels, on se retrouve un petit peu perdus dans tout ça, on se retrouve submergés, puis on ne sait pas trop où aller. On a cette impression qu'il y a un tourbillon comme ça autour de nous qui est en train de prendre de la vitesse, une sorte de chaos. Puis nous, finalement, quelle décision ou quelle direction on prend là-dedans pour se situer. Puis, un mélange de fils où on se prend les pieds, oui, tout à fait ça. Et effectivement. Puis là-dessus, en plus, j'ai pas parlé. Là, c'était un petit peu le moment tristesse. Là, c'était le moment un peu de mettre des larmes, mais on n'a pas parlé de ça. Crise géopolitique mondiale, récession, crise climatique. Donc aussi, c'est un peu cette question peut-être que moi je me pose en tout cas, et puis peut-être vous la posez aussi. Mais en fait, à quoi ça sert de travailler 8-10 heures par jour si l'humanité va face au mur? Là, on est en train de nous dire que la planète va mourir, que l'humanité va... Bref, là, c'est un peu le tableau noir, là, un petit peu. Mais finalement, c'est aussi ça nous renvoie un peu à ces questions de dire, c'est quoi finalement que je veux faire avec mon travail. En plus, la pandémie a rajouté une petite dose là-dessus, avec ces histoires de métiers essentiels et métiers non essentiels. Puis ça, là-dessus aussi, je pense que ça a fait aussi se poser beaucoup de questions aux personnes en disant, écoute, si mon travail n'est pas essentiel, alors pourquoi le faire, en fait, tout simplement. Puis voilà, donc je pense que ça a amené beaucoup de réflexions, beaucoup de choses. Puis aujourd'hui, tout ça pour dire que c'est un peu cette idée de dire, comment je prends une décision dans tout ça, moi? Comment est-ce que je peux planifier mon avenir professionnel? Comment est-ce que je peux reprendre un peu de contrôle sur cette situation? Puis finalement, là, la réponse que j'aimerais vous amener, c'est de dire, finalement, le seul point sur lequel vous pouvez avoir du contrôle actuellement, c'est vous-même. Donc, en fait, de revenir un petit peu à soi, puis de reprendre un peu cette idée que vous êtes votre propre ancrage, puis c'est, en fait, à partir de vous que vous allez pouvoir, finalement, graviter dans ce tourbillon, dans ce chaos. Qu'est-ce que tu en penses, cher William, de tout ça? J'en pense qu'avec tout ce chaos, tout ce que tu dis, je dirais qu'une seule chose. Heureusement qu'il y a les webinaires Second Souffle du vendredi. On va sauver le monde en 1 heure, effectivement. Et puis, deuxième chose, tout ce que tu en as parlé, juste souligner qu'au Québec, au Canada, l'âge normal de la retraite, c'est 65 ans. Ouais? Est-ce qu'il y a une retraite ici? Je suis même pas sûre, là. Si, c'est 65 ans. L'âge normal, c'est 65 ans. À partir de 60 ans, tu peux commencer à toucher ta retraite. Elle sera beaucoup moins élevée. Mais sinon, c'est 65 ans, oui. Ok, puis il y a quand même beaucoup de personnes qui continuent à travailler, malgré tout, après 65 ans. C'est la mentalité nord-américaine. Hein. Le travail. Le travail, c'est la santé. Regarde, toi, t'es en pleine santé. Donc voilà, c'était un petit peu ça l'introduction. C'était pas très joyeux, là, je m'excuse un petit peu. On va aller vers quelque chose de plus positif, bien sûr, hein, mais c'était pour un peu redire, finalement, le point crucial là-dedans, c'est vous, parce que vous êtes capable de
Vous avez le contrôle sur vos décisions, sur vos choix. Et puis, c'est ça qu'on veut. C'est à vous, finalement, de remettre du sens dans votre carrière professionnelle parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que faut pas attendre de l'extérieur, en fait, qu'on vous le donne. C'est vraiment à vous de faire cette démarche-là. Donc moi, ce que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est cette équation mathématique qui ferait peur à un doctorant en mathématiques. J'espère qu'on n'en a pas parmi nous. Donc c'est le être plus faire égale avoir, qui, à mes yeux, c'est un état d'esprit. C'est vraiment, je pense, quelque chose que j'aimerais vous amener. C'est vraiment une idée, une opinion sur finalement comment reprendre le contrôle sur cette situation-là. Et là, bon, je vais vous le dire tout de suite, ça semblera peut-être un peu utopique ou un petit peu pas très réalisable, peut-être à vos yeux, même si moi je suis persuadée qu'on peut le mettre en place. Mais gardez ça en tête que c'est une opinion, c'est un état d'esprit, c'est une quête finalement à tendre vers cette idée-là. Donc pour commencer, être plus faire égale avoir quoi? Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Parce que c'est bien beau, mais pour avoir quoi, effectivement. Donc on peut avoir des choses matérielles, de l'argent, on peut avoir une auto, une maison, etc. Mais ce qui nous intéresse surtout dans cette idée-là, c'est avoir des choses immatérielles. Donc tout ce qui va être plutôt du type motivation, avoir de la motivation, avoir de l'épanouissement, avoir du plaisir, avoir du succès. Donc du succès, quand je parle de succès, c'est vraiment individuel là, c'est-à-dire que vous fixez des objectifs, puis ces objectifs-là, vous les atteignez. Donc c'est en ça que j'appelle ça le succès. Voilà, donc des résultats finalement, avoir des résultats, mais qui sont bons pour nous et qui vont nous permettre d'avoir de l'impact et de pouvoir contribuer de manière durable. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche à avoir. Et donc, pour commencer, le premier point, ça va être de parler de l'être, être. Et donc ça, j'aime beaucoup le terme, c'est se découvrir. Mais pas se découvrir soi-même, bien sûr, mais la connaissance de soi, mais c'est aussi se découvrir. C'est-à-dire que ce que j'entends par découvrir, c'est vraiment de voir que au fur et à mesure, en fait, de nos expériences, de nos traumatismes, etc., petit à petit, en fait, chaque personne va mettre des masques pour se protéger. Puis ces masques, en fait, ça va être quand, par exemple, vous allez dire, on pourrait prendre l'exemple professionnel, que vous allez dire oui à quelque chose, alors qu'au fond de vous, vous pensez non. En fait, vous pensez très fortement non, mais vous dites oui, bien sûr, je vais le faire. Là, par exemple, vous mettez un masque. Ou alors, ça va être quand vous êtes avec un leadership qui est autoritaire, alors que ça ne vous correspond pas du tout, vous n'êtes pas du tout quelqu'un d'autoritaire, mais vous vous mettez un masque autoritaire pour justement, peut-être parce que vous pensez que c'est le seul moyen qui existe pour vous faire respecter, par exemple. Et donc, pour vous protéger, vous mettez ce masque-là. Ça pourrait être aussi voilà, d'avoir une opinion en réunion, par exemple, d'avoir quelque chose à dire, mais que soit vous ne le dites pas ou vous restreignez de le dire, parce que vous avez l'impression que vous allez vous faire taper sur les doigts avec votre opinion ou quelque chose comme ça. Donc en fait, vous vous retenez de dire quelque chose alors que vous pensez que c'est quand même pertinent. Ouais, c'est être dans le déni. C'est être dans le déni, pas forcément le déni, parce que c'est vraiment cette idée qu'en fait, on n'ose pas donner son opinion, plus que... Parce que je pense qu'intérieurement, on sait que ce qu'on a à dire est bon, mais on n'ose pas le dire. Donc peut-être une forme de déni, peut-être, oui. Mais effectivement, puis toutes ces choses-là, ça fait qu'à force, on se met des masques pour montrer quelqu'un qui est finalement pas nous-mêmes. Oui. Et puis trop de masques, oui, c'est pas trop bon, c'est pas bon pour la peau de toute façon de mettre trop de masques. Une forme de pudeur, nous dit Brigitta, oui. Oui aussi, ça peut être une forme, ça peut être une forme de pudeur, oui. Alors bien sûr, mettre des masques, c'est naturel, puis ça a quelque chose de bien, c'est que effectivement, si tout le monde se met à dire tout ce qu'il pense, c'est sûr que là, on va pas s'en sortir. Je veux dire, c'est bien aussi parfois de mettre des masques, puis tu sais, de pas non plus toujours. Par exemple, je prends l'exemple, j'avais accompagné des femmes dans la construction
Puis elle disait que par exemple, elle pouvait pas s'autoriser à dire leur opinion quand par exemple elles étaient toutes seules dans une réunion avec plein d'hommes. Bah, elle disait moi je me risque pas à donner mon opinion parce que souvent je suis en désaccord, on va dire et je suis en minorité. Donc du coup en fait je vais juste me faire taper sur les doigts ou en fait j'aurais aucune chance d'amener mon opinion. Donc en fait elle disait je préfère mettre mon masque et effectivement me protéger puis garder mon opinion pour moi plutôt que de me faire taper dessus parce que mais ça ce serait le cas de toute minorité là, je veux dire quand on est en minorité c'est souvent ça qui se passe. Donc quelque part le masque des fois c'est bien parce que ça nous protège. Donc oui c'est bien d'en avoir, mais c'est aussi bien d'être conscient quand on en a et quand on les met ou quand on les met pas. Donc l'idée c'est vraiment de gagner en conscience dans ça. Ne pas dire n'enlève pas la liberté de penser, nous dit Vincent. Oui. Exact. Même si nous, dans la théorie que j'aimerais amener, puis dans l'idée de se être plus faire égal avoir, moi, c'est sûr que j'aurais tendance à penser que, justement, il faut essayer au maximum de voir qu'est-ce qu'il y a dessous ces masques-là. Parce que nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est qui vous êtes, finalement, vous, en tant que personne. Qui est la vraie Audrey, pas la Audrey qui montre que vous voyez là. Peut-être que ce que vous voyez n'est pas exactement ce qui est à l'intérieur de moi. Peut-être j'ai bien un masque, je sais pas. En tout cas, donc la question qu'on se poserait, c'est vraiment qui est à l'intérieur. Tiens, il y a Carole. Bonjour Carole de Vendée. Ma chère Carole qui nous pose une question dans la partie de chat. Donc déjà Carole, c'est pas très bien ça. Les questions, ça se met dans la partie questions. Donc elle nous dit masque et filtre, est-ce que ce n'est pas la même chose? Si, c'est la même chose. Oui. Oui, j'aurais envie de dire peut-être c'est la même chose. Tout dépend. Moi, c'est sûr, je parle de masque, mais peut-être qu'on peut parler de filtre. Je pense que ça dépend du terme qu'on emploie. Effectivement, ça pourrait être la même chose. Pas la même chose, nous dit Tanagra. Alors, un masque, c'est opaque. Un filtre, c'est translucide. Ah, ok. Effectivement. Bon, on peut jouer sur les mots de vocabulaire en français pendant des heures. Vincent nous dit, il me pose une question, il y a du monde à l'intérieur. Bah oui, effectivement, c'est ça la beauté de se découvrir, c'est finalement d'aller chercher toutes ces personnalités, toutes ces choses qui sont en nous. On n'est pas un, on est multiple, on est complexe. Donc c'est d'arriver à finalement identifier un petit peu toutes ces parties de nous qui sont là et puis qui existent. Mais voilà, donc dans se découvrir, c'est vraiment cette idée-là, c'est d'aller chercher ok, oui, on peut bien sûr mettre des masques pour se protéger, c'est normal, c'est naturel et ça fait partie de l'humain, mais c'est aussi de voir en conscience quand on en met et si vraiment on a besoin de les mettre. Parce que parfois, c'est aussi bien de montrer sa vraie facette puis d'être plus authentique, plus soi-même. Donc, voilà. Ça y est, on a une discussion entre filtre et masque. Oui, c'est ce que je voyais, c'est pour ça. En tout cas, on peut boire un café filtre et on peut pas boire un café masque. Un vrai débat, tu vois, finalement, je ne savais pas qu'on pouvait faire un débat sur ça, mais écoutez, pas de souci, moi je suis ouverte. Donc c'est ça. Donc dans l'idée de se découvrir, ce que moi je propose vraiment pour aller chercher finalement à mieux se connaître, c'est dans un premier temps d'aller chercher qui on est. Donc à travers, première chose très importante à mes yeux, c'est les valeurs. Puis je suis pas la seule à en parler. En ce moment, on en parle énormément des valeurs. Donc je veux juste refaire un petit point sur les valeurs, même si, comme je vous dis, je suis sûre que vous en avez tous entendu parler. Mais moi, dans ma pratique, ce que je propose, c'est vraiment d'identifier ces 3 valeurs principales. Alors, on m'a déjà posé la question, pourquoi 3 et pas plus? Moi, j'en connais plus, pourquoi est-ce que j'en garderai que 3? Alors, pourquoi 3? C'est parce que moi, je veux vraiment identifier les 3 valeurs qui sont les plus importantes chez vous. Et parce qu'en fait, moi, mon but, c'est pas vraiment d'avoir vos 3 valeurs écrites dans un cahier, puis c'est bien beau, bien mignon. Par exemple, vous avez transmettre, vous avez honnêteté, puis vous avez indépendance. Puis vous l'écrivez dans un petit cahier, puis voilà, c'est joli. Non, moi, mon but, c'est que tous les matins, à peu près là, bien sûr, à vous de voir votre rythme, mais c'est de se poser régulièrement la question de comment aujourd'hui je peux faire vivre ma valeur. Parce que le but, c'est de les incarner, ces valeurs, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc en fait, par exemple, transmettre, c'est très important pour moi, puis ça me donne de l'énergie quand je suis dans cette valeur-là, parce que c'est une valeur, c'est ça, ça nous donne de l'énergie, puis ça nous incarne totalement. Donc, comment est-ce que je peux aujourd'hui faire vivre ma valeur transmettre?
qu'est-ce que je peux transmettre aujourd'hui ou comment je peux m'améliorer dans cette valeur-là. Pareil avec, par exemple, indépendance. Comment est-ce que je peux commencer à mettre en place quelque chose qui peut me faire gagner en indépendance, etc., etc. Puis c'est poser cette question-là. Donc c'est pour ça que si on en a plus que 3, bah, ça devient un petit peu compliqué parce que pour les faire vivre, puis pour les incarner, après, bon. Donc voilà. Puis un petit point aussi, juste une petite parenthèse parce qu'on me pose souvent la question, mais est-ce que mes valeurs personnelles sont les mêmes que mes valeurs professionnelles? Donc là, bah, bien sûr, ça dépend un peu du statut de chacun, etc. Donc, moi, je vais prendre l'exemple d'un entrepreneur parce que ça me semble être le plus simple. Un travailleur autonome, parce que il est la même personne dans son entreprise. Donc, je trouve que c'est un bon exemple. Donc, dans un cas d'un travailleur autonome, en fait, j'ai envie de vous dire, vous avez vos valeurs personnelles, donc 3 valeurs, et vous avez des valeurs qui sont d'entreprise. Et pour moi, c'est pas les mêmes, parce qu'en fait, c'est pas la même chose ce qu'on veut, ce qu'on veut que notre entreprise incarne et ce que nous, on veut incarner personnellement. Donc, je vous donne l'exemple. Moi, par exemple, ma valeur principale, bah, moi, c'est se réaliser. Pour moi, c'est très important que moi, je continue tous les jours à progresser, etc., pour me réaliser. Donc ça, c'est ma valeur personnelle. Mais dans mon entreprise, je vous ai dit, mes 3 valeurs au départ, c'est cohérence, durabilité et contribution. Donc, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes valeurs que ce que je mets dans ma partie personnelle. Donc, pour moi, c'est un petit peu distinct. Il y a 2 travails à faire, en fait, au niveau des valeurs. Et la question qu'on se pose, c'est vraiment qu'est-ce que je veux incarner, qu'est-ce que je veux faire vivre au quotidien pour moi personnellement ou pour mon entreprise. Ouais. Ouais, Tanagra nous dit, intéressant Audrey, car ça permet d'orienter l'énergie de sa journée en mouvement en parallèle du moment présent plutôt que de viser toujours à très long terme. Je fais des parallèles avec les objectifs SMART. Eh oui, ça, décidément, chaque fois qu'on fait un instant coach, le SMART revient en permanence. Tu nous rappelles l'acronyme de SMART, Audrey? S spécifique, M A atteignable, R réaliste, T temporel et le M je l'ai mangé. Donc mesurable. Mesurable, oui. Ah. D'ailleurs, c'est intéressant, je vais te poser la question, parce que c'est bien ça, ces histoires de valeurs qu'on n'a pas les mêmes entre les persos et les pros. Et nous, on rencontre souvent le cas chez Second Souffle de micro-entreprises ou d'entrepreneurs indépendants, justement, qui sont ultra compétents dans leur métier, parce qu'ils l'aiment, c'est ce qu'ils aiment faire. Par contre, ils savent pas, ils ont pas du tout les clés, ils ont pas du tout la posture entrepreneuriale, ils savent pas du tout gérer une entreprise. Est-ce que ça serait pas ce genre de personnes qui confondent les valeurs personnelles des valeurs professionnelles, à savoir qu'elles sont les mêmes en fin de compte? C'est-à-dire que moi je suis, je sais pas, ébéniste, j'adore travailler le bois, parce que je suis quelqu'un de généreux dans ma vie personnelle et je suis généreux aussi dans ma vie professionnelle. Mais alors que peut-être qu'il faudrait que, en tant que professionnel, il faut absolument que nos 3 valeurs soient vraiment différentes de nos valeurs personnelles. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, je comprends ce que tu essaies de dire, c'est que si ça veut dire que s'il est par exemple généreux dans sa pratique d'ébénisme, du coup il n'arrive pas à en vivre. C'est ça que tu essaies de dire. Par exemple, oui. En fin de compte, ils sont trop focus sur ce qu'ils savent faire, leur métier. Voilà. Mais par contre, la gestion de l'entreprise, ils savent pas. Peut-être parce que justement, ils n'ont pas ces valeurs autres que personnelles. Ok. Effectivement, après, moi, je serais pas contre de dire qu'il pourrait y avoir une valeur qui se retrouve dans les deux. Par exemple, moi, si j'ai l'honnêteté très forte, tu sais, ça peut être aussi dans mon entreprise que je mets de l'honnêteté très en valeur, mais ce serait peut-être pas honnêteté. Peut-être dans l'entreprise, ça va se transformer en confiance. Je veux bâtir des relations de confiance, par exemple. Puis ça, c'est très important à mes yeux que j'arrive à créer. Et pour ça, je vais utiliser l'honnêteté parce que ça fait partie, pour avoir des relations de confiance, il faut être honnête. Donc, effectivement, mais je suis d'accord avec toi de dire il faut qu'ils se posent des questions de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire vivre pour eux personnellement, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'ils veulent incarner, qu'est-ce qu'ils veulent que leur entreprise dégage et incarne au quotidien. Puis je pense qu'effectivement, il y a ces 2 questions vraiment à se poser. Et c'est possible, pour moi, c'est possible que ce soit les mêmes, mais il faut avoir fait la réflexion en amont quand même. Parce que peut-être que non. Et effectivement, dans le cas de généreux, est-ce que c'est vraiment la générosité que je veux mettre en avant dans mon entreprise? Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont plus prioritaires. Peut-être que c'est l'excellence ou un travail bien fait, j'en sais rien. Il faut les transposer dans le monde professionnel.
Ouais, je pense qu'il faut vraiment faire cette réflexion-là, de se poser vraiment la question de qu'est-ce que mon entreprise, je veux qu'elle dégage aux yeux des autres. Tiens, tout à l'heure, tu as parlé de VICA, encore un acronyme. Et Caroline nous demande, VICA, ça veut dire volatile, incertain. Ah oui, alors volatile, incertain, complexe et ambigu. Ouais, hein, ça fait peur. Puis en plus, c'est de plus en plus VICA. C'est-à-dire que ça ne s'arrange pas l'affaire. Eh bien, merci Audrey pour ces encouragements. Mais ça, c'est pas moi qui le dis là. Moi, je retranscris juste ce qui est là. Je veux dire, ce qu'on voit dans les news. Puis, à moins que les news, du coup, nous mentent. Mais écoute. Ouais, c'est que des fake news. Voilà, peut-être c'est des fake news, effectivement. Donc, tiens, très bonne question de Catherine. Quelles questions se poser pour identifier ses valeurs personnelles et professionnelles? Quelles questions se poser pour identifier ses valeurs personnelles et professionnelles? En fait, les valeurs, pour se les poser, il y a déjà, vous pouvez trouver des listes de valeurs sur Internet, puis après, vous pouvez essayer déjà de voir laquelle vous parle le plus. Moi, j'ai un livre que je recommande beaucoup qui est Je suis comme je suis, de Isabelle... comment elle s'appelle? Isabelle... je vous redirai si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, le titre, c'est Je suis comme je suis. Et en fait, ça vous aide beaucoup à identifier vos valeurs. Puis la question que vous pouvez vous poser, c'est, en fait, quand vous êtes dans votre valeur, ça vous donne de l'énergie. C'est-à-dire que ça vous ressemble déjà. Vous vous dites, oui, c'est moi. Et en plus, ça vous donne de l'énergie. Vraiment. Et là, je vois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, qui dit excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec ce que je dis. Quand on a des valeurs, on les a. Il n'y a pas de frontière entre vie perso et vie pro. Les valeurs, c'est notre squelette. Alors peut-être j'ai pas été claire. Effectivement, on va pas se changer quand on va passer au côté pro. Si on a des valeurs personnelles, bien sûr, on les a toujours. Je veux dire, elles vont pas partir parce qu'on est devenu professionnel. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que effectivement, elles nous appartiennent, puis elles vont pas disparaître là. Par contre, moi, ce que j'essaye de dire, c'est que on n'a peut-être pas la même priorité de valeur qu'on soit dans le côté perso ou dans le côté pro. C'est un peu plus ça que je voulais dire. C'est-à-dire que de se poser la question, peut-être pour vous, c'est une évidence que c'est les mêmes, peut-être. Parce que dans votre cas, ce serait ça. Mais pour d'autres personnes, ça pourrait être que dans le côté perso, ce qui est très important, ça va être de transmettre, ça va être, je sais pas moi, la famille, puis ça va être, j'en sais rien, l'indépendance. Puis du côté pro, ça va être d'autres valeurs, ça va être peut-être l'excellence, ça va être la confiance, etc. Puis en fait, c'est juste une histoire de priorité, en fait. Mais je suis d'accord de dire que effectivement les valeurs, elles sont en nous, puis elles vont pas bouger là. Je veux dire, ça reste que c'est nous-mêmes. J'ai retrouvé et puis je suis pas le seul. C'est ça. Ouais, ouais. Je vous mets le lien pour si vous voulez le commander sur librairieindépendante.com. Elle va me remercier, j'ai pas de commission, j'ai rien là. Librairie indépendante, qui est donc un site qui regroupe la plupart des libraires indépendants de France. Donc si vous achetez là-bas, l'argent va directement dans la poche du libraire indépendant et non pas dans une plateforme internationale qui commence par un A. Voilà. et dont votre argent part dans un paradis fiscal en Irlande, par exemple. Et puis, je cherchais ce tableau de valeurs, parce que je suis d'accord avec toi, tout à l'heure, tu as parlé de liste de valeurs. Ouais, on trouve des listes, là, comme 200 valeurs, effectivement. Ouais, il y a plein de sites qui existent. Je vous en mets. Moi, je suis en train de créer un outil pour identifier ces valeurs, mais je ne peux pas vous le donner, je ne l'ai pas encore. Donc, je vous en mets dans le chat que j'ai trouvé rapidement. Voilà. Ok. Donc, je continue par rapport à se découvrir. Donc, il y avait l'histoire de déjà identifier vos 3 valeurs principales, ça me semble essentiel à mes yeux. Ensuite, il y avait l'idée aussi dans la connaissance de soi, c'est de savoir c'est quoi mes 3 talents principaux. Puis c'est un peu la même chose que les valeurs, c'est-à-dire que c'est pas l'idée de... On n'est pas là en train de dire tiens, ma valeur, mes talents, c'est je suis fédérateur, je suis activateur, puis je suis charismatique, par exemple. Et l'idée, c'est pas de mettre ça dans un cahier, puis non, l'idée, c'est exactement la même question que les valeurs. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, j'identifie que je suis très bon observateur, c'est comment j'exploite ce talent-là au quotidien. Parce que l'idée, c'est de dire, j'ai ce talent en moi, donc il faut que je l'utilise là. C'est là où je suis extrêmement bon. Puis quand je parle de talent,
c'est quelque chose qui est inné en vous, qui est naturel. C'est-à-dire que vous êtes né avec et c'est pour vous, c'est extrêmement facile de le réaliser. Et non seulement c'est extrêmement facile, mais en plus, vous avez du plaisir et ça vous donne de l'énergie. C'est un petit peu ça qui vous indique que c'est un talent. Donc, j'ai déjà eu des questions, mais c'est quoi la différence entre un talent et une compétence, par exemple? Alors, pour moi, si je prends mon exemple personnel, moi, par exemple, j'ai un talent fédérateur, c'est-à-dire je vais facilement mettre les gens en connexion entre eux, puis ça va m'être vraiment facile. Là, ça me demande 1 minute et demie, puis je pense à des gens, puis je les connecte, et voilà, hop. Et en fait, il y a aussi un autre point pour identifier ces talents, c'est que moi, par exemple, c'est tellement facile pour moi de connecter les gens entre eux que jamais je vais oser demander à me faire payer pour faire ça. Parce que je vais dire, ça m'a pris 1 minute, là. Je vais pas faire payer les gens pour les mettre en connexion. Pourtant, il y a des gens qui font payer un service de mise en connexion. Mais moi, je vais considérer que c'est tellement facile que je vais pas le faire payer aux gens. Donc, si vous avez quelque chose comme ça qui est tellement facile pour vous que vous osez pas le faire payer, ben, généralement, c'est un bon indicateur que vous êtes dans votre talent. L'autre problème du talent, c'est que généralement, c'est toujours cette idée que c'est tellement facile pour nous que finalement, on le voit même pas. En fait, on s'en rend même pas compte qu'on est bon dedans parce qu'en fait, on le fait tellement facilement que on a mis les gens en connexion, puis on s'est même pas rendu compte qu'on avait fait quelque chose, en fait. Et du coup, ce qui est bien aussi dans l'exercice des talents, c'est d'aller demander du feedback aux gens qui nous connaissent. Donc moi, il y a une question que je vous invite à poser à votre entourage, c'est vraiment de leur demander cette question-là, c'est quel talent vous voyez en moi que moi-même je ne vois pas? Et donc vous essayez de demander ça à plusieurs personnes, puis vous allez voir, c'est assez rigolo parce que vous allez avoir des feedbacks intéressants là, vraiment, qui peuvent vous surprendre, parce que justement, peut-être vous vous en rendez même pas compte vous-même là, de là où vous êtes bon. Et donc la différence entre le talent et la compétence, c'est que, donc si je reprends mon exemple, donc moi par exemple j'ai un talent de fédérateur, donc je suis très bonne pour connecter, quand je connecte les gens, je suis contente, ça me valorise, ça me fait plaisir de les voir se mettre ensemble, etc. Puis, j'ai une compétence, c'est par exemple comment ça s'appelle? Quand tu rentres des données dans Excel, là. Tu sais, genre, tu vois, rentrer des données dans Excel, là, à la chaîne. Ouais, Moi, ça, je fais ça en 2 minutes, là. Je suis très, très bonne à ça. Je fais hop, hop, hop. Par contre, je fais ça pendant 1 heure. À la fin, je suis saoulée. Ouais. Puis, ça me prend toute mon énergie, ça m'énerve. Puis, j'y vois aucun intérêt. Mais je suis bonne dedans. Donc en fait, j'ai une compétence pour rentrer des données, effectivement. C'est une compétence que j'ai, mais c'est pas mon talent. Parce que si c'était mon talent, j'aurais du plaisir, ça me donnerait de l'énergie, je serais contente de le faire. Puis voilà, donc c'est comme ça qu'on peut réussir un petit peu à différencier les deux points. Alors, il y a pas mal de choses. Moi, je voulais juste te dire, moi, mes trois talents. Moi, je te l'ai peut-être déjà dit, Audrey, moi, je suis un BIM. Un BIM? Ah oui, tu me l'as déjà dit, mais je ne me rappelle pas. Redis-moi. Alors, BIM, ça veut dire beau, intelligent et modeste. Bon, plus sérieusement. Donc, il y a Chantal qui se pose la question, et je pense qu'elle n'est pas la seule. Elle nous dit, j'ai un talent, mais mon souci, c'est que je ne sais pas comment le vendre. Comment en faire une offre tellement c'est bateau. Je ne vois pas comment on paierait pour ça. Alors, elle a un talent, mais elle ne sait pas comment le vendre, c'est ça? Ouais. Alors. Ok. Bah, en fait, déjà, les talents, donc moi, l'idée, c'est d'en identifier au minimum 3, puis 3 où vous êtes vraiment bon, là. C'est ça qu'on cherche. Et en fait, l'idée aussi, c'est d'aller associer vos talents. C'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes très bon observateur, puis vous êtes très bon pour tout ce qui est un petit peu les jeux de ombre et lumière, par exemple. Je prends l'exemple parce que j'ai eu ça récemment dans un coaching. Donc très bon observateur, très bon avec les jeux ombre-lumière. Si vous associez les deux ensemble, elle arrive à faire des dessins, à représenter les reflets de l'eau. Là, vous voyez un petit peu comment ça fait, les vagues, là, reflets de l'eau et tout ça, en dessin. Voilà, elle est extrêmement bonne à ça parce que justement, elle a associé ces deux talents-là qu'elle a, qui sont très faciles pour elle et puis qui lui génèrent de l'énergie, du plaisir, etc. Elle adore tout ce qui est les reflets, puis tout ce qui est caustique, elle m'a expliqué, là, moi je connaissais pas. Donc voilà, donc c'est un exemple. Et en fait, ce qui devient intéressant, c'est d'aller chercher à se faire rémunérer sur un service ou quelque chose qu'on fait qui nous fait cumuler tous nos talents, nos talents ensemble. Parce que c'est là que ça va devenir quelque chose qui va nous différencier des autres.
Parce que des observateurs, je suis sûre qu'il y en a plein. Mais par contre, un observateur avec ombre et lumière, là, ça commence à devenir moins fréquent, par exemple. Et donc plus intéressant pour amener quelque chose de unique. C'est ça. Et Tanagra qui me disait je ne connais pas mon talent, donc Tanagra, c'est ce que disait tout à l'heure Audrey, hein, c'est demandez à vos amis, à vos proches. C'est quoi mon talent pour toi? Alors la question, j'ai vu, il me demandait de reposer la question qu'il faut poser. Poser la question qu'il faut poser. C'est demandez-leur, c'est quoi le talent que tu vois en moi que moi-même je ne vois pas? C'est ça. Vous avez bien entendu Tanagra? Il y a Noria qui demande c'est quoi ombre et lumière? Ah oui, après c'est d'arriver finalement à avoir une très belle interprétation comme ça des jeux de lumière. C'est vraiment ça qu'elle arrive très très bien à faire là. Et les talents qu'on a identifiés chez elle. Voir le contraste lumineux. Ouais, le contraste, ouais, le clair-obscur, tout ce qui est. Ouais, c'est ça. Après, le talent, c'est très personnel. Là, vous avez chacun votre talent à. Puis, juste un petit point encore sur le talent, parce que ça me semble aussi très, très important. Donc, je veux prendre un petit peu de temps pour dire un petit peu ma vision du talent. Mais, par exemple, souvent, les gens vont me dire « Ah, moi, j'ai un talent dans le sport. » Alors là, moi, ça vient un petit peu me chagriner, mais pas me chagriner, mais c'est pas ça. En fait, on peut pas dire j'ai un talent dans le sport, parce que ça, c'est trop large. En fait, quand on dit j'ai un talent et que par exemple on pense qu'on est bon en sport, c'est de se poser la question est-ce que je suis bon avec tout ce qui est l'équipe, par exemple, à gérer les jeux d'équipe, les mouvements, à anticiper les mouvements des gens autour de moi, par exemple, si je suis en handball, par exemple, c'est d'arriver à anticiper tout ça. Est-ce que je suis bon à la technique? C'est parce que j'ai un bon... je ressens facilement les choses, puis j'arrive à avoir des bons gestes techniques. Voilà, en fait, c'est de se poser la question, est-ce que c'est parce que j'ai une bonne endurance naturelle? Est-ce que c'est parce que j'ai... bon, bref. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire, c'est d'aller chercher finalement, dans le sport, c'est quoi finalement le point dans lequel je suis bon? Parce que le sport, c'est trop large. De la même façon, si vous me dites j'ai un talent dans le volleyball, c'est la même chose là. C'est quoi dans le volleyball qui fait que vous êtes bon? Ouais, c'est comme moi quand on me dit tiens William, toi t'es bon en informatique. Ah oui. L'informatique c'est vaste. Heureusement pour moi, je suis bon dans tout. Mais effectivement, donc là, tu avais exactement illustré ça. C'est pas un talent, c'est pas j'ai un talent dans l'informatique, ça marche pas. J'ai un talent. De toute façon, moi j'ai un nom de famille prédestiné, donc j'y peux rien, c'est comme ça. Il est 14h38, ma chère Audrey. Je ne sais pas si tu avances dans les slides. Ouais, on va y aller. Donc, se découvrir. Donc, c'est ça, vraiment, c'est d'aller chercher finalement des éléments de connaissance de soi. C'est ça la première étape essentielle pour pouvoir s'aligner avec son projet. C'est vraiment de comprendre qui on est. Donc, là, je vous ai parlé des valeurs, je vous ai parlé des talents, mais on pourrait aussi parler de plein d'autres choses. Là, on pourrait parler de c'est quoi mes limites? C'est quoi je veux plus voir dans ma vie du tout? Puis je les respecte, ces limites. Une fois que je les ai décidées, là, c'est comme... c'est des limites. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est pas on les identifie, on les met dans un cahier, puis c'est fini. Non, c'est je décide que ça, c'est ma limite. Donc, par exemple, une femme qui arrivait toujours la dernière pour aller chercher son enfant à la garderie, puis un jour, elle a dit, moi, je supporte plus d'être toujours la dernière maman arrivée à la garderie. Je veux pas faire vivre ça à ma fille. Et donc, elle a posé sa limite, elle a dit, à partir de maintenant, je ne serai plus la dernière maman à la garderie. Et donc, elle a fait passer sa famille avant son travail. Et donc, ça a fait partie de sa limite. Mais à partir de là, une fois qu'elle l'a décidé, c'est qu'on le tient. C'est-à-dire que c'est ça le but, c'est de ne plus être la dernière maman à la garderie. Donc voilà, donc on identifie ses limites. Et puis après, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait mettre dans la connaissance de soi. De toute façon, la connaissance de soi, c'est sans fin. Là. Je veux dire, personne pourrait prétendre dire « je me connais ». Ce serait illusoire parce que demain, de toute façon, vous serez déjà quelqu'un d'autre. Donc même si vous connaissez aujourd'hui, il va falloir refaire le travail pour demain parce que vous aurez évolué, vous êtes vivant, vous bougez en permanence. Donc c'est vraiment, c'est pas une fin en soi d'aller chercher à se connaître, c'est vraiment une quête. C'est quelque chose qu'on fait au quotidien, puis c'est quelque chose qu'on met en place un peu tous les jours pour se connaître, se découvrir justement. Voilà. Et donc, pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, qui est savoir s'aligner avec son projet. Donc moi, je peux pas croire qu'on puisse s'aligner avec son projet si on ne se connaît pas. Si on ne fait pas ce travail-là d'aller chercher
un petit peu en continu, à voir un peu qui on est, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos talents, c'est quoi nos limites, c'est quoi notre identité, c'est quoi nos messages contraignants, et on pourra en mettre plein de choses là-dedans. C'est quoi les émotions que je suis en train de vivre, etc. Puis de comprendre pourquoi cette émotion elle est là, etc. Donc c'est tout ce travail-là qui va nous permettre ensuite de passer à la deuxième étape qui est donc le faire. Puis là, j'aime beaucoup parler de ça, de accomplir versus s'accomplir. Puis pour ça, je vais juste raconter très rapidement l'histoire du bocal là avec. Je l'ai certainement déjà raconté, mais je trouve que c'est tellement parlant que je veux bien la redire. C'est l'histoire d'un professeur qui met des gros cailloux dans un bocal, puis il le ferme. Puis là, il dit à sa classe, est-ce que le bocal est rempli? Alors bien sûr, tout le monde dit bah oui. Et là, il prend une tasse de sable, puis là, il la met dans le bocal, il ferme le bocal, puis il dit, est-ce que maintenant mon bocal est rempli? Alors là, ils disent oui, mais il commence à se dire, il y a un piège. Hein, on s'est fait avoir une fois. Et effectivement, il prend une tasse d'eau, puis là, il remplit encore le bocal avec la tasse d'eau, ça rentre encore, puis là, il ferme. Puis effectivement, là, il est rempli, on est d'accord. Donc, il dit à sa classe, c'est quoi que vous avez compris de cette histoire? Puis là, il y a un élève qui dit, bah moi, je comprends que quand, en fait, on a fini notre journée de travail, bah en fait, on peut encore rajouter plein de tâches, puis on peut encore rajouter des choses à faire dans notre journée. Et donc, il dit, bah, c'est pas tout à fait ça que je voulais amener dans mon idée. Donc, le professeur leur dit, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous remplissez votre journée directement avec de l'eau, bah, vous n'aurez plus la place de mettre vos gros cailloux. Et donc, c'est très important de toujours commencer par remplir votre journée avec vos gros cailloux, avec ce qui est très important pour vous, pour ensuite pouvoir remplir avec les choses qui sont moins importantes. Et en fait, ça illustre vraiment cette idée que, en fait, c'est de faire des choses qui sont très importantes à vos yeux, en premier. Puis de se poser la question, aujourd'hui, c'est quoi que je veux accomplir? Parce que, je vous prends mon exemple, moi, à mes débuts entrepreneuriaux, puis même de temps en temps, je reprends un peu le mauvais schéma, mais je passais 8 heures à faire des posts réseaux sociaux, à faire des blogs, à faire des LinkedIn, Pinterest, YouTube, Facebook, etc. Puis à la fin de la journée, bah, j'avais accompli des choses, j'avais fait plein de choses, puis je pouvais dire, waouh, j'ai rempli ma journée. Maintenant, est-ce que j'avais fait des choses importantes pour moi? Pas sûr, parce que si ça se trouve, j'aurais peut-être passé 5 minutes dans ma journée avec un appel important, et que peut-être j'aurais eu beaucoup plus de résultats que d'avoir passé 8 heures à faire des posts que derrière, personne ne voit, puis j'ai 2 likes. Donc, effectivement, c'est vraiment cette idée de se poser la question, bah, en fait, comment est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour moi pour que je puisse tendre vers ce que je veux devenir? Et ce qui va m'aider à aller finalement vers le projet professionnel que je veux mettre en place. Et donc, c'est vraiment cette idée-là, s'accomplir, que je trouve très important. Et donc, de trouver aussi un projet professionnel qui nous ressemble. Ça, c'est le deuxième point que je dirais très important. C'est finalement de trouver un projet qui nous permet de vivre dans nos valeurs. Donc, comme on l'a dit, que ça nous fasse vivre nos valeurs personnelles, parce que ça reste que c'est quand même nous. Il ne faut pas que ce soit anti nos valeurs personnelles. Donc, si par exemple, ma valeur, c'est transmettre, ben, il faut quand même qu'à un moment donné, ça me permette de la vivre, malgré tout. Il faut que ce soit dans nos valeurs, il faut surtout que ce soit dans nos talents et dans ce qu'on aime. Puis si vous arrivez déjà à avoir comme ces 3 éléments-là, ben là déjà, votre projet professionnel, ben, il va vous ressembler. Et c'est ça qui va faire que ben, vous allez pouvoir vraiment troisième étape, vous distinguer. Vous distinguer. Parce que c'est ce qu'on disait. En fait, si votre talent, vous arrivez à combiner vos talents ensemble avec vos valeurs, etc., puis que vraiment vous arrivez à avoir un projet professionnel à votre image, ben, en fait, j'aime beaucoup parler de cette idée de se démarquer versus se distinguer. Parce que se démarquer, selon, ben, j'ai repris un peu le terme de Martin Ducharme, c'est une personne qui travaille dans le branding. En fait, il dit se démarquer, c'est sortir de sa marque. C'est se démarquer. Et en fait, justement, nous, on ne cherche pas du tout à faire ça parce qu'on ne veut pas sortir de soi. Nous, on veut justement rester un. Et donc, on dit plutôt que se démarquer, bah, c'est vraiment cette idée de se distinguer. Et donc, pourquoi il y a un trait qui est en train de barrer être plus faire égale avoir? C'est vraiment parce qu'on dit, OK, j'apprends à savoir qui je suis, puis je trouve un projet qui est à mon image, et en fait, je m'aligne. Et c'est ça, en fait, qui va faire qu'on va réussir à se distinguer. Et donc,
à viser finalement dans son projet professionnel, à avoir de la motivation, de l'épanouissement, du plaisir et, je l'espère, de l'excellence et surtout de façon durable. C'est ça qui est très important dans cette idée-là, c'est qu'en fait, ce seront des choix qui vont vous permettre d'être durables parce qu'ils seront bons pour vous. Eh bien, depuis le début, je me disais, Audrey a fait une erreur, elle a laissé un trait en plein milieu du texte. J'ai ma réponse. C'est donc un trait aligné. Très bien. Voilà. Maintenant, on a donc bien l'équation complète et on la comprend mieux. Exact. Donc oui, effectivement, ça, c'est un peu ce que je vous disais. C'est vraiment un état d'esprit. C'est plus quelque chose qui est, on va dire, macro, là. On va dire, c'est un idéal. Voilà, c'est une quête. Moi, je le vois aussi pareil comme une quête à atteindre. Et que finalement, c'est quelque chose qui va demander du temps, puis des ajustements, etc. C'est sûr, on peut peut-être pas prétendre l'avoir en 2 minutes, tout ça. Mais si on commence à poser des jalons à partir d'aujourd'hui, ok, je me pose des questions. C'est quoi mes 3 valeurs principales? C'est quoi mes 3 talents? Je pose des questions autour de moi. C'est quoi mes limites? C'est quoi finalement que je veux voir apparaître dans ma vie? Qu'est-ce qui est important? C'est quoi mes rêves aussi? Très important, mes rêves. Et que je me dis, mon projet professionnel, je veux qu'il soit aligné avec tout ça, puis qu'il fasse vivre tout ça. Si on se pose toutes ces questions-là, en fait, c'est ça qui, à force, va faire qu'on va tendre vers quelque chose qui sera bon pour nous, puis durable. Et puis surtout, moi, j'ai vraiment cette croyance-là, et c'est un peu la mission que je me suis fixée, c'est que finalement, chaque personne puisse contribuer grâce à ses talents à la société. Et finalement, je me pose la question de qu'est-ce qui se passerait au niveau sociétal si tout le monde activait ses talents et que tout le monde faisait ça. J'ai espoir que la société irait beaucoup mieux, puis que ce serait un monde des affaires qui serait beaucoup plus en santé, puis beaucoup plus épanoui. Alors, c'est peut-être un peu utopique, mais en tout cas, c'est ça qui me drive. Je vais envoyer ta présentation au Kremlin, moi, je pense. Ouais, s'il te plaît. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à faire là. Il y a Brigitta qui dit que alors, je pense qu'on dit Birgitta. Il me semble qu'on dit Birgitta, qu'on prononce en tout cas Birgitta. En plus, cela nous demande moins d'efforts qu'à nous sommes nous-mêmes. Exactement, parce que c'est ce que j'aime dans cette optique-là, c'est qu'en fait, non seulement on va travailler, bien sûr, mais au lieu de le subir, puis de travailler dans le terme travail, souffrance, en fait, là, ça devient quelque chose qui est beaucoup plus proactif, c'est-à-dire qu'on reprend le contrôle finalement sur ce qu'on est en train de mettre en place, puis, en plus de ça, si on est dans quelque chose qui nous drive, c'est-à-dire qui est dans nos valeurs, qui est dans nos talents, c'est que ça nous donne de l'énergie, même si ça se trouve, au bout d'un certain nombre d'heures de travail, on peut même en ressortir plus énergisé. Parce qu'on aura ce sentiment de finalement vivre finalement de nos rêves. On est en train de tendre vers nos rêves, on est en train de les faire se concrétiser. Donc, effectivement, ça va nous apporter motivation, épanouissement. Puis vraiment, c'est ça que j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de perdre aujourd'hui dans le monde des affaires. C'est comme si on se désaxe beaucoup. Puis qu'on s'éloigne de qui on est finalement. Il y a Catherine qui pose la question, est-ce que ça a du sens de faire un rapprochement, quand tu parles du bocal avec les cailloux, entre ces gros cailloux et la loi des 20-80? Seulement 20% de mes actions contribuent pour 80% de la concrétisation de ce qui est important pour moi. Oui, je pense que c'est la loi de placebo, non pas placebo, Pareto. Pareto, c'est ça? Je sais pas. Bon, en tout cas. Et oui, totalement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui. Et rajoute, Catherine, et ces 20% sont mes gros cailloux, les 80% de mon temps étant le sable et l'eau. Oui. Oui, moi, je pense qu'on peut effectivement essayer toujours de faire moins mais mieux. Je crois beaucoup à ça. Et justement, c'est quelque chose qui est finalement pas encore tant... On est encore beaucoup sur un système de présentéisme, de faire des heures au travail, etc. Bon, moi, je suis plutôt pour le moins mais mieux, là. Gestion des priorités, hein. C'est ça. Mais c'est pas toujours évident parce qu'effectivement, il y a des fois, c'est très naturel. Pourquoi on fait comme moi, là, pourquoi est-ce que je faisais des posts et des posts pendant 8 heures, puis pourquoi je faisais ça? C'est parce que tout simplement, c'est une forme de procrastination. C'est que pour moi, faire cet appel important, c'était difficile. Donc, je préférais
ça me donnait des excuses finalement d'avoir ce sentiment d'accomplir des choses qui étaient faciles pour moi, à la place de faire ce truc difficile. Ouais, donc c'est aussi un petit peu une forme de procrastination. Ouais, plutôt que de faire de la prospection commerciale ou de la relance de factures impayées. Exactement. Puis on est beaucoup comme ça, là, bien sûr, on n'aime pas faire ça pour la plupart d'entre nous, donc c'est ça. Mais après, c'est un peu comme prendre ses responsabilités un peu plus, puis dire, ok, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour faire avancer ma business ou mon projet. Alors, ensuite, en fait, je suis un peu déçue parce qu'il y avait une slide que j'aurais aimé vous montrer, puis en fait, j'y pense maintenant, mais j'aurais dû la rajouter. En fait, je peux essayer peut-être de la dire à l'oral. C'est comment est-ce que je fais pour savoir si je suis... Est-ce que je peux... ouais, non. Comment est-ce que je fais pour savoir si je suis alignée ou déalignée? C'est une bonne question, ça, quand même. Si on est heureux puis on voit qu'on avance, c'est qu'on doit être aligné. Donc toi, tu dirais c'est le sentiment c'est un sentiment de se sentir heureux. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. C'est un bon indicateur. Ok, effectivement, moi, il y a quelque chose que je trouve qui est un très bon indicateur pour savoir si on est aligné ou désaligné. C'est vraiment ce que tu dis, c'est de avoir conscience des sentiments qu'on est en train de vivre. En fait, les émotions, les sentiments. Et par exemple, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est un peu une échelle. Donc au début, là, je les ai pas en tête exactement, mais honte, impuissance, si je vais un peu dans le spectre là, honte, impuissance, désespoir, dépression, abattu, etc. Puis on continue, après on a des émotions de plus en plus positives comme espérance, acceptation, foi, etc. Puis après on va encore plus loin, gratitude, amour, sentiment de bonheur justement, etc. Et en fait, si on arrive un petit peu à ressentir où est-ce qu'on se situe dans le spectre, finalement c'est ça un peu qui va nous guider de savoir si on est plutôt désaligné ou plutôt aligné. Moi je crois beaucoup dans le fait que ces émotions-là nous sont des indicateurs justement pour nous dire effectivement si tu es en ce moment en train de vivre beaucoup d'abattement, d'agacement, etc. Effectivement peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que t'es pas dans tes valeurs ou t'es pas aligné avec qui tu es. Et à l'inverse, si on vit beaucoup de bonheur, gratitude, joie, etc., enthousiasme, épanouissement, là, c'est un bon indicateur. Donc, je trouvais que c'était un moyen simple pour réussir à le percevoir. Il y a ton ARA qui te demande où est-ce qu'on peut trouver cette échelle de valeur, Audrey. Où est-ce qu'on peut la trouver, si ce n'est que je la partage? Je peux peut-être la partager si on me donne 2 minutes. C'est moi, j'ai adapté une échelle que j'avais vue dans un livre, mais je l'ai un petit peu adapté, donc c'est plus moi qui l'ai. D'accord. Donc il faudrait que je la partage. Peut-être je pourrais. Tu vas partager la présentation? Oui, tu la rajoutes. Je rajouterai la slide avant que tu l'envoies alors. Ok. Ouais. Comme ça, ils l'ont. Pas de souci. Puis. Il est 53, 54, ma chère Audrey. Ouais, je vais finir. De toute façon, j'ai terminé. Mais peut-être je voulais juste préciser quelque chose. C'est que le burn-out, l'épuisement professionnel et que beaucoup de personnes vivent finalement. Et moi, je voudrais juste préciser ça. C'est que, en fait, souvent, on va dire une personne qui fait un burn-out, c'est une personne qui est faible. C'est une personne qui n'a pas tenu le coup. Elle n'a pas tenu la pression, elle est faible. Je le sais parce que moi-même, j'ai vécu un burn-out et puis c'est vraiment les retours que j'ai eus, c'était vraiment ça. Je trouve que c'est difficile à vivre parce qu'en plus, je suis persuadée que c'est pas ça la vraie raison. Je pense que des personnes qui vivent des burn-out, des épuisements, c'est vraiment cette idée qu'elles sont finalement désalignées. Peut-être qu'elles se mentent à elles-mêmes finalement. Elles font semblant d'être dans un endroit qui leur correspond alors qu'en fait, ça leur correspond pas du tout. Puis c'est vraiment pas ce qui les drive. Et moi, je pense que c'est vraiment lié à ce désalignement-là. Et donc, je voudrais juste dire que c'est pas une histoire d'être faible ou pas, c'est vraiment plus une histoire d'alignement. Voilà. Et donc, pour conclure, c'était ça un peu l'idée, c'est que moi, si j'ai un conseil à donner aujourd'hui, ce serait vraiment de finalement prendre des décisions qui sont bonnes pour nous, qui sont alignées, et surtout, une fois qu'on les prend, d'en prendre pas beaucoup, mais quand on en prend, vraiment de les tenir dans le temps, puis de persévérer. Parce que si on les prend et qu'on sait qu'elles sont bonnes pour nous,
ça va pas changer demain, là. Elles seront toujours bonnes pour nous dans le temps. Je veux dire, on évolue bien sûr, mais on n'évolue pas non plus à une vitesse extraordinaire. Donc, je pense que ça vaut le coup de vraiment se poser les questions. Est-ce que cette décision va être bonne pour moi dans le temps? Et si oui, alors je la tiens. Et puis c'est ça qui va m'amener finalement des résultats puis du succès, c'est le fait de tenir dans le temps. Voilà, donc en conclusion, vraiment cette idée, c'est que professionnellement, on peut mettre en place plein de stratégies, on peut mettre en place des stratégies de vente, de marketing, financières, etc. Mais moi, si aujourd'hui, je voulais amener quelque chose, c'était cette idée de finalement mettre une stratégie aussi de connaissance de soi, puis d'alignement. Et ça se travaille au quotidien et vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Donc voilà, ce serait vraiment ça mon mot de la fin, puis de vous encourager de plus en plus à tendre vers qui vous êtes et à amener vos talents au monde, s'il vous plaît. Eh bien, merci beaucoup, ma chère Audrey. Et puis, je voulais dire à tout le monde que tu es coach, hein, donc si vous souhaitez être coaché par Audrey, tu acceptes. Moi, d'ailleurs, là, je vais bientôt mettre à jour mon site web, là, bientôt d'ici quelques jours. Mais effectivement, je vais si vous avez des besoins pour justement aller chercher un peu mieux vous connaître professionnellement et à identifier vos valeurs, vos talents, etc. C'est bien quelque chose que je fais beaucoup. Donc j'adore faire ça. Donc ce serait un plaisir pour moi de vous accompagner dans cette démarche et aussi pour justement aligner votre projet, trouver votre projet professionnel qui est à votre image, qui vous ressemble. Donc n'hésitez pas, avec grand plaisir. Bon. Et j'ai deux questions. J'ai une première question qui a été posée au début de ce webinaire par, je ne me trompe pas de son prénom, c'est Mebouba. Alors je vous la partage en ligne. Tac, tac et tac. Voilà. Alors, j'ai été DAF, donc directrice administrative et financière, puis consultant en conduite de changement, puis responsable d'entreprise suite à plusieurs décès dans ma famille. Je veux retourner aujourd'hui à mon métier de consultant indépendant, mais il y a eu la crise du Covid et les risques de crise. Donc, dois-je prendre un CDI pour toujours avoir un salaire ou être consultant, ce que j'aime faire? Comment m'aligner avec mon projet à cause des risques et quel choix faire? Voilà. Alors, pour répondre à cette question, ça c'est vraiment une question qui est, on va dire, récurrente. Mais ouais, c'est quand même une question qui revient souvent. Et en fait, c'est souvent de dire, ok, est-ce que je vais dans ce que j'aime ou est-ce que je vais dans ce qui me sécurise? Puis c'est une vraie question parce que les avantages et les inconvénients finalement sont assez équilibrés. Dans un cas, ok, je vais adorer ce que je fais, mais je vais avoir peu de revenus. Et dans l'autre cas, je vais avoir des revenus, mais je vais pas aimer ce que je fais. Donc c'est très équilibré là au niveau avantage-inconvénient. Et donc c'est pour ça que c'est difficile à prendre comme décision. Et moi déjà, la première question que j'aurais envie de dire pour savoir si le métier de consultant, déjà, ça vaudrait le coup, c'est de voir déjà, est-ce que ce métier-là te ferait vraiment vivre dans tes valeurs? Ça te permettrait de vraiment faire vivre tes talents et tout ce que tu vas mettre dans la connaissance de toi. Si tu considères que oui, c'est totalement ça qui te ressemble et c'est totalement ça que tu peux amener au monde, ce métier de consultant, alors dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, ça vaut le coup d'y aller, vraiment, parce que c'est là où tu vas devenir vraiment bon, puis tu vas pouvoir te distinguer, tu vas amener quelque chose de plus, parce que ce sera à toi. Et dans ce cas-là, oui, la prise de risque vaut le coup. Sinon, j'aurais envie de dire, on peut encore ajuster pour trouver vraiment le métier qui te correspondrait le plus. Et ensuite, je veux dire, ça peut être aussi, dans la réponse, on n'est pas obligé de mettre où. Ça pourrait être faire ça et ça, dans un premier temps. C'est-à-dire que tu peux te lancer à ton compte en tant que consultant et garder quand même un emploi qui te sécurise un petit peu le temps que tu... Donc, souvent, on a tendance à mettre des ou et à oublier le et. Mais peut-être qu'on peut réussir dans un premier temps à faire les deux ensemble. Alors, mais bien sûr, ça rejoint une phrase qu'on m'a dit moi, parce que moi aussi, je me fais coacher, bien sûr. Et on m'a dit, Audrey, avoir une stratégie, c'est faire des choix, c'est renoncer. Donc, cette phrase-là, elle est écrite absolument partout dans ma pièce. Là, vous ne le savez pas, mais je vous le dis. Avoir une stratégie, c'est faire des choix, c'est renoncer. Donc, effectivement, à un moment donné, quand on fait un choix, il va y avoir des deuils à faire de certaines choses. Et donc, si on part en tant que consultant, c'est aussi de se dire à 100%, mettons, on fait le deuil de peut-être cette sécurité-là. Est-ce qu'on est prêt à l'accepter? Oui, non, c'est toutes ces questions un peu qu'on se pose. Mais effectivement, je n'ai pas une réponse là à donner sans connaître la personne.
Très bien. Et dernière question de Olivier. Peut-on se mettre à contre-courant des tendances actuelles, très chronophages, réseaux sociaux, etc., pour rester soi-même? Ok, alors ça aussi, je pense que j'espère que je la comprends bien la question, mais c'est vraiment cette idée, est-ce que finalement je suis obligée d'aller sur les réseaux sociaux? Parce qu'on nous dit toujours, les réseaux sociaux sont indispensables, parce que c'est là que se trouvent les clients. Alors, est-ce que c'est ça la question? Mais donc la question c'est, est-ce que si je veux être moi-même, je peux éviter d'aller sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie, là. Je veux dire, il y a plein d'autres formes pour se rendre visible. On peut aussi faire du réseautage, des événements, faire de la prospection à l'ancienne, là, avec des appels. On peut faire des flyers, on peut faire plein de choses. Il y a les réseaux sociaux, bien sûr, c'est facile, c'est gratuit, puis il y a peu de choses près, même si il faut payer quand même des pubs. Mais tout le monde a tendance à dire il faut être sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai envie de dire, si ça vous convient pas les réseaux sociaux, trouvez votre micro à vous, là, celui qui vous correspond. Si le vôtre, c'est de faire des réseautages parce que vous aimez les gens, vous aimez les buffets, allez-y, là, allez faire des réseautages à 100%. Et ne soyez pas sur les réseaux sociaux si vous aimez pas ça, là. Ou déléguer. Oui, très bien. Oui, ça c'est bien ça. Parce que les réseaux sociaux n'ont que nom de social que le nom. Hein. Ouais. Moi, j'ai une haine viscérale personnelle pour Facebook, donc voilà, je le dis. Si Facebook m'entend, écoute, il le sache. Tu lui fais un langage des signes. Hein. Ouais. 5 minutes par an, et c'est déjà trop, là. C'est comme, oui. Merci à toutes et à tous. Un petit rappel avant que je vous annonce les prochains webinaires. Donc à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers la page du site Second Souffle. Et ensuite, d'ici 1 heure, je vous envoie un email pour vous dire que le replay est disponible, ainsi que les slides que vous a partagé Audrey, plus la page qui manque. Donc Audrey, tu as 1 heure. Et je voulais vous dire en même temps que dans ce petit mail, j'ai rajouté un petit bouton. Donc vous avez le bouton voir le replay, vous en avez un autre juste à côté qui s'appelle je donne mon avis, je crois. Donc c'est un petit bouton pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez des webinaires Second Souffle et tout l'amour que vous portez à l'action et aux missions de Second Souffle et à ces webinaires et à moi-même évidemment. Donc la semaine prochaine. Ça n'arrête plus ton 118e, 117 117e, oui, c'est ça. 117. Voilà, donc le webinaire classique numéro 101, vous le voyez à l'écran, plus le 16e webinaire Instant Coach qu'on vient de faire aujourd'hui, 101 plus 16, ça fait donc bien 117. Donc un sujet peut-être en tout cas un sujet qui n'a rien à voir. On va parler de toutes les solutions qui sont possibles lorsqu'on nous sommes en difficulté. Les mandats ad hoc, les conciliations, ce sont des procédures que vous pouvez faire avec des administrateurs judiciaires et puis également au tribunal de commerce. Et ce sont des choses qui font partie de la vie d'une entreprise, et il vaut mieux faire ces actions-là plutôt que de continuer à s'enfoncer et à mettre hypothéquer sa maison et perdre sa famille et tout son argent. Il vaut mieux savoir. Voilà. Donc il y a plein de solutions qui existent. On verra ça avec justement un ancien administrateur qui a créé une société qui s'appelle la Clinique de la Crise. Voilà. Et donc, comme son nom l'indique, elles aident avec d'autres professionnels les entreprises à remonter ces difficultés. Donc, on a beaucoup de points communs il y a beaucoup de points communs entre Second Souffle et la Clinique de la Crise. On verra ça donc la semaine prochaine. Et puis, dans 15 jours, on retrouve nos amis de chez Google. Là, ça sera pas trop du numérique, mais ça s'appelle donc réussir votre reconversion professionnelle grâce au numérique, entre autres. Et donc, c'est Stéphanie qui sera là pour nous en parler. Alors, vous avez peut-être vu dans les réseaux sur LinkedIn, je vous ai mis la photo que j'ai prise lundi dernier avec la formidable équipe de Google Atelier Numérique sur les toits de Bordeaux. Voilà. Audrey croyait, en voyant la photo, que j'étais en train de faire de la randonnée. Alors, je sais pas comment elle a fait pour imaginer ça, vu que la photo, on est coupé en haut du corps. Mais bon, c'est la grande imagination d'Audrey. Voilà. Donc, la formidable équipe de Google Atelier Numérique, ça, c'est dans 15 jours. Et puis, début avril, il y aura pas de webinaire. Parce que j'ai pas envie, parce que je pars en randonnée. Voilà, ça, c'est super. Donc, je t'enverrai une photo, comme la dernière fois, Audrey, avec le panneau Montréal. Hein.
Ouais. Montréal en France, c'est beau. Voilà. Dans le Gers, je crois que c'est ça. Bon, bah voilà, merci encore 1000 fois, ma chère Audrey. Je te dis à très bientôt, en présentiel ou en distanciel, mais en tous les cas, à très bientôt. Oh, tu m'annonces que tu veux venir au Québec? Ah bah, tu le sais bien que j'ai envie d'y aller, d'y retourner au Québec, mais quand, je sais pas. Voilà. Mais bon. Un jour viendra. Bon. Je vous souhaite donc un excellent week-end. Donc à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers le site Second Souffle. Vous verrez les magnifiques visuels de ces webinaires. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour s'inscrire. Et je vous envoie donc un petit mail avec un nouveau bouton pour donner votre avis sur nos webinaires. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.